Bienvenue à tous sur ce webinaire sur les premiers pas avec Ansys Workbench chez Lesdina. Je suis Marjorie Elena, je suis responsable communication et marketing pour ADDL. Nous allons faire cette présentation avec Julien Barnerias, qui est ingénieur d'études mécaniques et matériaux chez ADDL. En quelques mots, vraiment rapidement, pour vous parler un petit peu d'ADDL, nous, ça fait 30 ans que nous existons et nous sommes un distributeur des logiciels ANSYS. Nous sommes certifiés depuis 2001. ANSYS, donc en quelques mots, éditeur de logiciels spécialisé dans la simulation numérique, permettant de prédire le comportement d'éléments dans un environnement plus ou moins complexe. Donc, chez ADDL, nous accompagnons des clients industriels, laboratoires, start-up, comptes académiques et nous proposons des formations certifiées, du support technique et on peut aussi réaliser des études. Je vais laisser tout de suite la main à Julien. Alors, je vais faire une petite présentation sur, la dynamique explicite et les premiers pas avec LS-DINA. Alors, j'ai un petit peu orienté mon sujet parce que LS-DINA, c'est quand même assez vaste en termes de, on va dire, d'outils logiciels. Il y a énormément à dire dessus. Alors moi, je vais vous faire une présentation donc sur LS-DINA et les démos vont être orientées ANSYS Workbench LS-DINA. Pour la petite histoire de donc qu'est-ce que LS-DINA? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que LS-DINA à la base c'est un solveur multiphysique de simulation numérique en dynamique rapide. Il a été développé en 1976 par le LSTC. Son histoire avec ANSYS remonte à 1996, donc on a eu une première intégration de LS-DINA dans ANSYS. Alors à l'époque, c'était sur ANSYS APDL. Donc l'idée de base, donc comme c'est un code, hein, LS-DINA derrière, en fait, derrière le solver, on lit quand même des lignes de code. Ce qu'on pouvait faire sous ANSYS APDL, c'était de créer un modèle tout simple. Le logiciel nous sortait un script de commande LS-DINA qu'on allait ensuite faire lire par le solver. Et l'intérêt, c'était vraiment d'avoir une base, on va dire une structure de code déjà toute faite, qu'on allait pouvoir par la suite modifier. Parce que sur l'interface ANSYS, on n'a pas forcément tous les outils, toutes les commandes possibles dans LS-DINA. LS-DINA, c'est vraiment vaste en termes de commandes, il y en a énormément. Il y a aussi énormément de lois de comportement matériaux. Donc ce qu'on faisait à cette époque, c'était vraiment créer une base de structure de code qu'on allait modifier par la suite. Alors la première intégration de LS-DINA dans ANSYS Workbench remonte à 2009. À l'origine, alors pour ceux qui utilisaient ANSYS Workbench un petit peu on va dire dans les années 2000-2010, il y a eu un moment donné, en fait, le module de Workbench de LS-DINA, en fait, c'était un module ACT, c'est-à-dire qu'il n'était pas intégré directement dans l'installation ANSYS. Il fallait télécharger sur le portail en ligne de ANSYS un module ACT. Alors, module ACT, c'est vraiment des modules additionnels qu'on peut intégrer dans l'installation ANSYS. Et on avait un petit module qui s'appelait LS-DINA Export, qui permettait en fait de créer un modèle LS-DINA qu'on allait lire ensuite dans le solver. En 2009, on a eu le rachat en fait du LSTC par ANSYS. Donc on a eu la création de ce qui est maintenant ANSYS LST. LS-DINA en fait est intégré à ANSYS et est développé par ANSYS LST. Alors, c'est un solver multiphysique, ça veut dire que globalement, on ne fait pas que de la mécanique sous LS-DINA. On peut faire de la thermique, on peut faire de la chimie, on peut faire de l'électromagnétisme, on peut faire de l'acoustique et du fluide. Donc on a vraiment énormément de possibilités accessibles sous LS-DINA. Étant donné que c'est un solver, on peut considérer qu'on n'a pas forcément une interface dédiée à LS-DINA. On va avoir des interfaces un petit peu d'aide, donc notamment l'interface de LS Prépost qu'on aura l'occasion de voir dans plusieurs démonstrations, qui vont nous permettre à la base donc de créer un modèle ou de post-traiter. Alors on va dire sur l'objet de ce webinaire, nous ce qu'on va faire, c'est que le modèle, on va les créer directement sous ANSYS Workbench, puisque maintenant, depuis assez récemment, en fait, le module LS-DINA est intégré dans l'installation et on va pouvoir créer un modèle complet qu'on va pouvoir lancer. Alors on peut le lancer directement sous Workbench, ou alors on peut créer via un bloc commandos, on peut créer un calcul en mode batch. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'ouvrir une interface, on lance directement le solver tel quel. Alors LS-DINA, c'est très orienté, alors si on reste, on va dire, sur l'aspect mécanique,
ça va être très orienté, dynamique rapide. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des calculs de drop test, des calculs d'impact, des crash tests, bah, tout ce qui est perforation, tout ce qui est, emboutissage, procédés industriels, on peut faire de la compression. On peut également faire de la FSI, hein, donc de l'interaction fluide structure sous LS-DINA. Donc c'est vraiment tout ce qui concerne la dynamique rapide, tout ce qui est vraiment en termes de déformation, ce qui concerne la vitesse de déformation, importante. Alors d'ailleurs, en termes de méthode, sous LS-DINA, on va avoir 2 types de méthodes utilisées. On va avoir les méthodes implicites. Alors quand on parle de méthode implicite, souvent c'est ce qu'on utilise quand vous faites des calculs, un peu lents ou même statiques. Donc, derrière, vous allez avoir un algorithme qui va être basé sur, Newton-Raphson ou éventuellement Newmark qui fait également de l'implicite. Et sous LS-DINA, on va pouvoir avoir ces 2 méthodes. Donc on va avoir la méthode implicite pour les vitesses de déformation lentes et la méthode explicite pour les vitesses de déformation rapides. Donc on va avoir un autre algorithme qui rentre en jeu et on va pouvoir utiliser cette méthode également. Alors ce qui fait le choix de la méthode souvent, c'est la vitesse de déformation. En principe, c'est pas forcément simple, c'est pas forcément évident. Si on est sur des calculs, par exemple de balistique, de détonation, d'impact, importantes en termes de vitesse, là on sait directement qu'on va être sur des méthodes explicites. Si on veut faire des calculs, on va dire, transitoires ou pseudo-statiques, on peut travailler sur des méthodes, implicites de base et si on veut on augmente un petit peu nos vitesses de déformation, donc si on veut faire par exemple un drop test, là on arrive dans les limites. Donc, la méthode implicite, ce qui va se passer souvent, c'est qu'on va avoir des problèmes de convergence et c'est à ce moment-là qu'on va se dire: «Il faut passer en explicite pour pouvoir, réaliser notre calcul». Alors l'explicite, qu'à la base, en fait, l'explicite, c'est une méthode, donc d'intégration temporelle qui est basée sur une méthode mathématique qui s'appelle la méthode des différences centrées. Ça veut dire que globalement, lorsqu'on a notre mouvement, donc là, on a notre petite équation de mouvement dans lequel on va avoir, notre matrice de masse, notre matrice d'amortissement, notre matrice de raideur. Donc lorsqu'on étudie le mouvement au niveau d'un nœud, la méthode des différences centrées va discrétiser de manière temporelle les déplacements, c'est-à-dire qu'on va avoir des petites pentes de déplacement. Ces delta t en fait sont fixes, donc contrairement à la méthode implicite où on peut avoir des delta t qui vont varier, là on va avoir des delta t fixes. Donc, retenez bien en fait cette idée de discrétisation temporelle, car c'est en explicite, c'est ce qui va vraiment réglementer toute la mise en données du modèle. Donc on va pouvoir résoudre en fait notre équation du mouvement par discrétisation temporelle grâce à des formules qu'on appelle les formules de Taylor-Young, qui vont nous permettre en fait de prédire le déplacement à un instant t plus 1 à partir des déplacements à un instant t et t-1. Donc on va faire en fait une approximation du déplacement grâce à des formules déjà définies en mathématiques. Alors l'intérêt de cette méthode, c'est qu'on va avoir une matrice de masse qui va être, diagonalisée. On manipule directement les vecteurs, donc les vecteurs de déplacement sont utilisés dans cette méthode et l'intérêt, c'est qu'on n'a pas un processus itératif qu'on peut avoir, sur, par exemple, la méthode de Newton-Raphson qui va, dans des cas de matrice de raideur non linéaire, on va être obligé d'itérer pour pouvoir reproduire, le déplacement des nœuds. Là, on fonctionne directement sur les vecteurs, de déplacement. Comme je parlais de discrétisation temporelle, donc le delta t, en fait, en méthode explicite, il est, limité par une condition qu'on appelle la condition Courant-Friedrich-Lévy. Ça veut dire qu'on a le delta t qui est, on va dire borné par cette équation. Donc, f, on va avoir un facteur qui par défaut 66 est à 0,9, mais surtout on va avoir le h et le c. Alors le h, c'est ce qu'on appelle la dimension caractéristique d'un élément. Donc ça va être par exemple si j'ai mon maillage, ça va être la longueur de mon élément et le c, c'est la vitesse de propagation du son dans le matériau.
Donc globalement, ça veut dire que on va travailler en fait avec la propagation de l'onde dans notre maillage. Donc clairement, ça veut dire que notre delta T en fait qui est calculé par le logiciel, va être dépendant de la taille des éléments, mais de la célérité du son. Alors quand on parle de célérité du son, on intègre également la masse et la raideur du matériau. Donc le maillage en fait va avoir une incidence en fait sur le temps de calcul puisque on va considérer en fait le delta T, dans nos calculs. Par rapport à des calculs statiques où souvent on a tendance un peu à raffiner le maillage sur des zones d'intérêt, là ici étant donné qu'on est sur des systèmes de choc, donc de déplacement d'ondes, on va plutôt considérer que les contraintes, vont avoir tendance à se déplacer au cours du temps dans la structure, donc on va pas forcément mailler finement certaines zones. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir un maillage qui est le plus réglé possible sur le modèle. Donc il faut éviter le plus possible d'avoir des tout petits éléments parce que au niveau du solver, le logiciel en fait va créer le pas de temps qui va rester fixe par rapport aux plus petits éléments du modèle. Donc il faut éviter d'avoir, tout ce qui est distorsion d'éléments parce que ça va être rentré en ligne de compte dans le calcul du pas de temps. Alors bon, c'est cette notion, hein, de pas de temps, on va revenir un petit peu dessus dans une des démonstrations. Au niveau de LSDINA, si on raisonne en termes mécaniques, on va pouvoir utiliser différentes formulations d'éléments. Donc les formulations qui sont utilisées les plus couramment, ça va être la formulation de Lagrange pour des calculs, de type solide. Donc si par exemple je fais un calcul de perforation avec un impacteur, si je travaille sur des coques ou des éléments volumiques, je vais travailler en formulation de Lagrange. Si maintenant je veux travailler sur de la mécanique des fluides, je vais plutôt être sur un type de formulation eulérien. Alors c'est là que ça devient intéressant, c'est que dans LSDINA, on a également la possibilité de travailler en formulation arbitraire lagrangien-eulérien. Donc souvent on appelle ça la formulation ALE. Et l'intérêt de la formulation ALE, c'est que je vais avoir à la fois un modèle lagrangien et un modèle eulérien dans le même espace. Donc je vais pouvoir ici faire ce qu'on appelle de l'interaction fluide-structure. Alors la dernière formulation qui est un peu le vent en poupe en ce moment, c'est la formulation SPH qui permet de modéliser les éléments par des petites billes, par des petites particules, de telle sorte à ce qu'on puisse faire, tout ce qui est calcul, on va dire d'explosion, d'arrachement de matière, de manière un peu plus réaliste que ce qu'on pourrait avoir sur des modèles lagrangiens. Voilà un petit peu les différentes formulations. Alors ces formulations-là, elles sont disponibles, hein, dans ANSYS Workbench. Ici, quel est l'intérêt de notre utilisation de ANSYS Workbench? C'est que il faut savoir que le solver LSDINA, il fonctionne par la lecture d'un fichier de commande. Donc, avant en fait, avant l'utilisation de ANSYS ou même d'ANSYS Workbench, on devait créer un fichier de commande. Donc c'est des commandes, typiques de LSDINA. Alors souvent on appelle ça des mots-clés ou des keywords et ensuite on lançait le script, sur le solver LSDINA et puis il nous lançait le calcul. Ici, Workbench va être très pratique parce qu'on va pouvoir l'utiliser comme un traducteur. C'est-à-dire que Workbench, ça se veut quand même assez intuitif en termes de manipulation. On va pouvoir créer un fichier K de manière simple, un peu à la façon clic-bouton, et ensuite derrière, on va lancer le solver. Donc on va pouvoir faire des choses un peu compliquées, simplement en créant un fichier K derrière. Alors ensuite, si on veut vraiment rentrer sur des choses très compliquées, ce fichier K, on peut le modifier, hein. Donc dans Workbench, on peut intégrer des commandes, des blocs commandes typiques de l'ESDINA, et on peut commencer à faire des choses beaucoup plus compliquées que ce qui est déjà proposé dans Workbench. Alors, je vais vous montrer 3 petits exemples que j'ai. Alors le premier exemple, c'est un exemple typique qui est tiré de la formation ANSYS sur LSDINA, qui est le calcul de drop test d'un smartphone. Ici, ce qui va être intéressant à voir, c'est la partie gestion de l'interaction. Également la vérification de la stabilité du pas de temps. Donc comme vous avez vu,
le pas de temps, il est réglementé par la taille des éléments. On a un petit outil dans Workbench qui permet en fait de vérifier le pas de temps avant le lancement du calcul. Ensuite, on regardera un petit peu les post-traitements proposés dans Workbench. Alors ici, voilà, avant de faire la démo, je vous montre un petit peu ce qui va nous intéresser. C'est surtout cette partie-là. C'est que dans votre arborescence de travail, donc là, vous reconnaissez un peu l'arborescence si vous avez déjà utilisé ANSYS Mechanical. Vous avez l'arborescence avec les connexions, les contacts. Vous avez un petit outil en plus qui s'appelle le body interaction, qui est vraiment typique de ANSYS. Et il faut savoir que derrière, suivant le choix que vous faites au niveau de vos contacts, ça vous génère en fait des commandes typiques de LSDINA, qui sont des commandes de contact qu'on peut retrouver dans le fichier K. Alors fichier K, hein, quand je parle de fichier K, hein, je parle vraiment du fichier de commande LSDINA. Alors je vais vous montrer le modèle que j'ai. Alors j'ai préparé, si jamais ça rame, j'ai préparé les vidéos juste de la démonstration, donc je vais essayer de le faire en live. Alors ici, voilà, on a notre modèle hein, de smartphone. Donc là, il faut voir qu'on a un smartphone avec toutes les pièces à l'intérieur. Donc on retrouve le PCB, on retrouve la batterie, on retrouve la coque. On a vraiment tout le modèle. C'est un modèle multimatériaux parce qu'on a la liste ici de nos matériaux. Alors ici, on reconnaît vous voyez l'interface que j'utilise, c'est vraiment l'interface de Mechanical. Donc on retrouve vraiment les outils typiques de ANSYS Mechanical. Et on aura des outils complémentaires. Alors ici, au niveau des matériaux, donc on choisit des matériaux. J'ai choisi en fait des matériaux un peu simples, hein, qu'on a directement dans les bases de données de ANSYS. Donc on a vraiment différents types de matériaux, hein. On va avoir des aciers, des plastiques, des composites, des élastomères, et cetera. On est vraiment sur une pièce multimatériaux. Alors ensuite, au niveau du maillage, alors j'ai pas forcément, choisi de faire un maillage, très régulier sur toutes les pièces, hein, donc ça bon, c'est pas ici ça va pas être très, très important. Ce qui va être intéressant par contre, c'est que dans ANSYS LS-DINA, on a un onglet spécifique, typique de LS-DINA. Donc ici, on va avoir un petit peu les outils qui ne sont pas utilisés directement dans Mechanical, mais qui vont être utilisés par le solver LS-DINA. Donc ça, ce sont des options qui sont vraiment typiques de LS-DINA, qu'on va retrouver. Alors on retrouve un petit peu tout ce qui est SPH, couplage. On peut travailler avec des modèles d'airbag. On a des propriétés de contact qui sont typiques de LSDINA. Alors un cas par exemple de propriété contact typique de LSDINA, c'est ce qui concerne les contacts de l'érosion. Alors quand on parle souvent d'érosion en dynamique rapide, c'est lorsque vous avez de la suppression d'éléments. Donc on n'est pas sur du burst and death si vous connaissez les méthodes en statique. Là, on est vraiment sur la suppression, définitive d'éléments. Et ce qui se passe quand on a des calculs, par exemple, de perforation et qu'on a des suppressions d'éléments, c'est que les contacts qui se trouvaient sur les éléments, souvent, doivent être régénérés sur les éléments sous-jacents. Alors je vais pas voilà, bon, je vais pas m'élargir dessus, hein, il y a énormément de choses à dire dessus. Alors nous ici, ce qui va nous intéresser, ça va être, toutes les options de corps rigide parce que, en statique, enfin sous Mechanical, souvent quand on parle lorsqu'on applique un corps rigide, souvent ça se traduit par une condition limite derrière, c'est-à-dire que le corps n'est pas maillé. Et ça nous génère en fait ce qu'on appelle une target rigide. Ici, il faut voir que les corps sont maillés. Donc dans mon modèle, j'ai 4 petits corps rigides et je vais avoir dans ANSYS Workbench, je vais avoir des petites options. Alors je vais par exemple supprimer
ma petite vis ici, en fait, je vais avoir des options spécifiques qui vont permettre, par exemple, de faire de l'interaction. Donc ici, on va faire une interaction entre un corps flexible qui est notre PCB et la vis qui est rigide. Donc on va avoir des options pour créer des nœuds additionnels et connecter notre corps rigide au reste de la structure. Ça, c'est vraiment des choses qu'on n'a pas en mécanique standard, qu'on va retrouver ici dans LSDINA. Alors l'autre option, qui est assez intéressante, ça va être les connexions, les contacts, de manière générale. Donc on retrouve un petit peu les options de contact, qu'on a en mécanique standard, et on a un outil additionnel qui s'appelle le body interaction. Alors ici, quelle est la différence un petit peu entre tout ça? Puisque dans mon body interaction, j'ai mis un coefficient de frottement, mais j'ai la même chose ici, j'ai un coefficient de frottement. Alors en fait, là, la différence entre ces différentes options, vous allez les retrouver si vous exploitez le petit script qui est créé par le modèle. Alors, le petit script qui est créé par le modèle, vous allez le retrouver généralement lorsque, donc là, j'ai par exemple mon WBPJ et mon fichier underscore file. Vous avez ici votre répertoire de travail de Workbench. Et si vous allez dans le répertoire correspondant au module sur lequel vous travaillez, alors c'est pas celui-ci, c'est le premier. Si vous allez dans le dossier MECH où vous retrouvez tous vos fichiers de calcul, vous avez un fichier qui s'appelle le input.k dans lequel vous avez toutes les commandes LSDINA. Alors bon, je vais pas les citer, hein, je vais juste vous montrer, faire une petite recherche sur des commandes de contact. En fait, en ayant créé plusieurs contacts, j'ai créé derrière en fait différentes commandes de contact. Donc par exemple, quand on parle de contact tied, souvent ça correspond à du contact bonded. Les contacts automatiques, bah, ça va être mes contacts, type, sans frottement par exemple. Donc contacted, c'est parce que j'ai un autre contact, bonded. Et le contact automatique single surface, en fait, correspond à mon contact body interaction. Alors, l'intérêt, en fait, de ce contact, donc si je reviens dans Mechanical, c'est que je n'ai pas à définir un contact et un target par rapport à Mechanical. En fait, je peux tout à fait prendre toutes mes pièces et le logiciel va, on va dire, recouvrir tous les éléments extérieurs de zones de contact, et de zones de target. Voilà un petit peu pour la mise en données du modèle. Alors ensuite, qu'est-ce qui va être intéressant ici? Ça va être, bah, justement, on parlait tout à l'heure de conditions CFL. Hop. Alors en fait, on a un petit outil qui s'appelle le CFL Timestep qui permet d'évaluer, alors je vais récupérer Show All Body, qui permet d'évaluer en fait avant de lancer un calcul, le pas de temps sur tout le modèle. Hop. Donc là, on peut déjà définir à l'avance le pas de temps qui sera utilisé sur, le démarrage de mon calcul. Donc ça peut être intéressant si vous voyez que vous avez un pas de temps trop bas, souvent c'est que vous avez au niveau de votre maillage des choses à revoir pour réévaluer le pas de temps. Là, nous, on reste là-dessus, mais voilà, c'est assez intéressant. Alors ensuite, au niveau de la mise en données, il y a eu des petites nouveautés qui ont été, mis en place, c'est sur les conditions initiales. Donc là, on est sur un calcul de drop test. Ça veut dire que soit je connais la vitesse de chute de mon smartphone, soit je connais sa hauteur. Donc j'ai différentes options qui permettent de définir soit une vitesse, soit ce qu'on appelle un drop height, qui est une hauteur de chute. Donc moi, j'ai préféré, le plus simple, hein, c'est le drop height, c'est-à-dire j'ai pas à calculer, la vitesse de mon smartphone. Je définis, 1,50 m de hauteur
et je définis la direction, heu, de chute et voilà, derrière je peux lancer le calcul. Alors au niveau des conditions limites, le sol, on va définir, des contraintes rigides. Ensuite, au niveau des paramètres d'analyse, ce qui va être important à définir, c'est le end time pour avoir le temps de chute. Et une fois que c'est fait, on peut lancer le calcul. Alors, ici, le calcul, il va s'étaler sur quelques minutes. Il n'est pas très, très long, mais j'ai déjà réalisé le calcul, donc on peut aller voir directement le post-traitement. Et voilà, sous ANSYS, on va voir les post-traitements atypiques, donc tout ce qui est déplacement total, contraintes, équivalentes. On peut utiliser aussi les user defined results. On a également en plus, donc typique de LSDINA, on va avoir des post-traitements, complémentaires. Alors, par exemple ici, je vais avoir le résumé des contraintes, enfin des énergies. Donc souvent, c'est ce qui est intéressant une fois qu'on fait un calcul dynamique, c'est de post-traiter un petit peu les énergies et on va aussi post-traiter différentes données complémentaires. Alors ces données-là, donc tout ce qui est, déformation, position, vitesse, et cetera, c'est assez typique de LSDINA parce que lorsque vous lancez un calcul LSDINA, ça génère derrière des fichiers ASCII et on va pouvoir les post-traiter. Alors par exemple, post-traiter les déplacements pour, des nœuds donnés, hein, des sélections nommées et cetera. Ici, ce qui va nous intéresser dans ce modèle, ça va être, par exemple, la force de contact au niveau de la chute, donc au moment de l'impact, du smartphone. L'énergie interne, éventuellement sur une pièce, donc on peut choisir un corps et évaluer l'énergie interne. Alors l'énergie de haut glace, c'est quelque chose de typique, de la dynamique explicite. C'est qu'à partir du moment où vous avez un choc, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des résonances, en fait, au niveau des éléments. Alors c'est un phénomène qui est pas physique, hein, c'est vraiment un phénomène numérique, c'est que les éléments se mettent à osciller. Donc on peut évaluer l'énergie qui est, on va dire, absorbée, en fait, par ces oscillations. Donc le logiciel, lui, va essayer de corriger les oscillations en prenant de l'énergie totale du système et en l'injectant dans les éléments, un peu comme une forme d'amortissement, afin de corriger ces oscillations. Donc ça va être un peu le type de choses qui va nous intéresser. Ici, ce qui va nous intéresser aussi, c'est ce qu'on appelle la masse ajoutée. Alors là, si vous vous souvenez bien, j'ai parlé de conditions CFL, qui est, définie par la grandeur caractéristique de l'élément et la masse de l'élément, donc la célérité du son. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des éléments, distordus dans le modèle, vous avez la possibilité sous ANSYS, alors je vais revoir un petit peu au niveau des contrôles, de temps, vous avez la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle du mass scaling. Alors le mass scaling, en fait, le logiciel, ce qui va se passer, c'est que quand vous avez des distorsions, des écrasements d'éléments, donc vous avez des grandeurs caractéristiques qui deviennent de plus en plus petites et à ce moment-là, vous avez un pas de temps qui se met à chuter. En fait, il va modifier intrinsèquement la masse volumique des éléments pour rehausser le pas de temps. Donc vous avez une technique en fait de correction du pas de temps qui s'appelle la technique de mass scaling. Et en fait, quand vous faites du post-traitement, quand vous voyez que vous avez votre masse ajoutée qui augmente, c'est que le logiciel, il tente en fait de corriger ces écrasements d'éléments. Donc voilà un petit peu des outils qu'on a, sur ANSYS Workbench. Donc là, c'était un calcul typique de drop test. Le modèle suivant, qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle le calcul de bird strike. Donc ici, l'idée, c'est de faire un impact, l'impact d'un oiseau sur des pales d'un turboréacteur en fonctionnement. Alors pour l'oiseau, on va utiliser une nouvelle technologie d'éléments qui s'appelle les éléments SPH. L'interaction, on va mettre en place une interaction, on va mettre en place une cinétique des ressorts et une vitesse de l'oiseau.
On peut regarder, on a la possibilité également de contrôler le glassing. Alors le glassing, hein, c'est vraiment les oscillations des éléments au moment de l'impact, hein, donc c'est des oscillations pas physiques. Et ensuite, on peut faire un post-traitement. Alors le post-traitement, on peut le faire sous Workbench. Là, pour la démonstration, je vais vous montrer, on a un autre outil qui s'appelle LS Prepost qui est intégré dans l'installation de Ansys qu'on peut aussi utiliser. Les points importants de cette démo, hein, ça va être le contrôle de Euroglass sur les soufflantes du turboréacteur. Donc le Hourglass, hein, c'est un peu ce phénomène-là, c'est-à-dire que vous avez des petites oscillations, qui se créent dans le modèle et le logiciel, en fait, pour compenser ces oscillations, il va essayer d'ajouter de l'amortissement, mais l'énergie d'amortissement, il est obligé de le récupérer sur l'énergie du système. Donc, le but d'un calcul dynamique, c'est vraiment de limiter ce qu'on appelle le phénomène de Hourglass. Donc il y a des petites options, hein, qui sont prévues suivant les matériaux, suivant les types d'éléments qu'on utilise. Vous avez déjà dans LSDINA, vous avez des options qui vous sont proposées. Le deuxième point intéressant, ça va être l'utilisation des SPH. Alors les SPH, hein, ce sont ces billes qui vont nous permettre de modéliser, alors ici ça va nous permettre de modéliser un peu une matière organique, qui constitue le corps de l'oiseau. Donc on va avoir des options, liées tout ce qui est diamètre des billes, donc ce qu'on appelle on a c'est des données, qu'on va rentrer dans le modèle, mais également les longueurs de lissage et la distance entre les différentes billes et on peut aussi jouer, travailler sur, les forces d'interaction. Donc il y a pas mal d'options, qui sont proposées dans les paramètres d'analyse de ANSYS LS-DINA. Alors, je vous montre un petit peu ce modèle. Alors, la mise en données, elle est assez simple, hein. Dans un premier temps, quand vous créez votre CAO, l'oiseau, bon, moi, j'ai fait quelque chose d'assez simple, hein, c'est un ballon de rugby que vous pouvez créer en CAO de manière, bon, ça a une bulle, hein, en fait, simplement, dans LSDINA. Alors, il va falloir mettre en place plusieurs choses. Donc, au niveau de la géométrie, alors pour les pales, pas de bon, j'ai supprimé tout ce qui est, tout le reste de la structure, hein, donc toutes les ailettes, tout le la nacelle, tout ça, je l'ai retiré. Je m'intéresse uniquement aux pales du turboréacteur. Ce qu'il va falloir, mettre en place, c'est au niveau de l'oiseau, il va falloir définir le fait que ce sont des particules. Donc par défaut, en fait, le logiciel, donc le module ANSYS, LS-DINA, il nous place sur des éléments de référence qui sont lagrangiens. Donc moi, je vais choisir comme élément de référence des particules. Je vais lui attribuer un matériau lié à l'oiseau. Alors le matériau oiseau, il est un peu particulier. C'est que je vais mettre en place une équation d'état linéaire de choc. Alors ça, ce sont des données, hein, qu'on peut retrouver dans la littérature. Donc globalement, ça veut dire que notre oiseau, il est constitué à plus de 80% d'eau. Et ici, alors ça, c'est un choix arbitraire que j'ai fait, j'ai mis une pression de tension nulle. C'est-à-dire que l'oiseau, il va être, désintégré au moment du choc. Donc ça, c'est vraiment une valeur que je connaissais pas, enfin que j'avais pas forcément à l'avance, donc j'ai mis une valeur nulle. Alors après le matériau des pales, alors je me suis un petit peu amusé, j'ai choisi, une loi, très utilisée sous LS-DINA qui s'appelle la loi de Johnson-Cook. Donc cette loi matériaux qui est plutôt utilisée pour les aciers, permet en fait de prendre en compte les échauffements, sur le matériau. C'est-à-dire que lorsque vous avez des échauffements sur l'acier, vous pouvez avoir localement, une modification de la raideur, donc modification de la microstructure, puis modification de la raideur et cette loi de Johnson-Cook vous permet de le prendre en compte. Alors ce qui aussi moi ce qui m'a intéressé, c'est de prendre en compte la déformation plastique équivalente. C'est-à-dire que j'ai mis en place, une option d'érosion. Alors l'érosion, hein, c'est quand vous supprimez des éléments du modèle, c'est-à-dire que lorsque mes pales vont subir, 15 de déformation plastique, ils vont être supprimés du modèle. Donc on va pouvoir mettre un scénario de rupture dans notre mise en données. Alors, pour les connexions, alors j'ai mis des petits contacts collés entre le spinner et les ailettes et j'ai mis
un body interaction, c'est-à-dire un contact, automatique, entre l'oiseau et les ailettes. Et pour le reste de la mise en donnée, ça va se jouer au niveau du maillage. Donc je vais gérer les mailles au niveau de mes ailettes, mais il va falloir aussi que je définisse une méthode de maillage pour modéliser mon oiseau. Donc modéliser mon modèle SPH. Alors vous avez au niveau des options, donc au niveau des méthodes, donc là vous retrouvez en fait l'outil méthode de maillage typique de ANSYS. Vous avez pour l'ESDINA, vous avez la méthode particule qu'il faut rajouter en plus, de telle sorte à ce que vous ayez des billes. Alors dans la méthode de particules, vous allez gérer en fait le diamètre de vos particules. Donc une fois que c'est fait, bon, vous maillez. Donc là, vous avez bien vos billes. Et on va pouvoir maintenant travailler sur la mise en donnée du calcul. Donc je vais avoir les paramètres d'analyse, je vais pouvoir définir le temps. Alors si je veux, je peux jouer aussi sur les options des contrôles SPH. Alors moi ici, je suis resté sur des options standards, des options par défaut. Mais voilà, vous avez des options notamment sur, sur, le nombre de voisins, c'est-à-dire au niveau de l'interaction, vous pouvez jouer sur de l'interaction entre, un nombre réduit de billes ou un nombre plus grand. Là, je suis sur des options, par défaut. Ensuite, je vais pouvoir mettre en place, alors plusieurs choses. Donc si je travaille sur les ailettes, je vais pouvoir mettre en place là une vitesse angulaire initiale, c'est-à-dire qu'à l'instant T0, mon mes, ma turbine va avoir une vitesse de 420 radians par seconde. Et alors attention, comme c'est une vitesse initiale, ça veut dire elle peut être arrêtée par l'impact de mon oiseau. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une une option supplémentaire. Donc j'ai rajouté une vitesse de rotation de 420 radians par seconde, de telle sorte à ce qu'on modélise vraiment comme si on continuait à avoir notre moteur qui tourne après impact. J'ai Étant donné que j'ai fait une vitesse de rotation, j'ai également mis en place, un déplacement distant, de telle sorte à avoir en fait une condition limite de blocage de mon rotor. Et j'ai rajouté la vitesse, de l'oiseau. Alors, pour la vitesse de l'oiseau, j'ai considéré plutôt la vitesse en fait d'un avion en mouvement, donc j'ai mis l'équivalent de 900, j'ai mis, je crois que c'était 900 km/h. Et voilà. Alors ensuite, la dernière option, les 2 dernières options sur lesquelles on peut jouer, ça va être le contrôle d'Euroglace. Donc ces options-là, hein, contrôle d'Euroglace et section, ce sont des options typiques, de LSDINA qu'on va retrouver au niveau de cet onglet-là. Donc pour l'Euroglace, ça va me permettre d'éviter, les oscillations en fait de mes ailettes au moment de l'impact. Alors l'option, le type d'Euroglace que j'ai choisi, hein, je l'ai pas fait de manière arbitraire, hein, je l'ai trouvé, dans la littérature. Donc c'est une option d'Euroglace qui s'adapte très bien aux éléments de coque. Ensuite, pour l'oiseau, donc je lui ai mis en fait un outil de section. Alors ça, c'est, on va dire, dans ce modèle-là, c'est optionnel parce que j'ai mis des options par défaut. Je l'ai mis en programme contrôlé. Par contre, si ça me permet en fait de jouer sur ce qu'on appelle le smoothing length constant, c'est-à-dire que c'est la distance d'interaction entre les billes. Donc je peux jouer en fait sur les interactions entre les billes à partir de cette option. Ici, dans ce modèle, on va dire que c'était pas nécessaire parce que à partir du moment que la pression sur les billes va être supérieure à 0, l'oiseau en fait va être, désintégré. Alors une fois que c'est fait, je lance mon calcul. Alors je peux tout à fait post-traiter, ici, mais, dans votre installation ANSYS, vous avez un autre outil. Donc, lorsque vous allez, hop, sur le menu démarrer, vous allez dans le dossier d'ANSYS.
vous allez dans vous avez un outil qui s'appelle LS Prepost qui est intégré à votre installation. Tac. Alors la version, c'est la LS Prepost actuelle, c'est la version LS Prepost 4.8. Et vous allez pouvoir charger votre modèle. Alors quand vous avez lancé votre calcul sous Workbench, dans votre répertoire de travail, ça vous a généré des fichiers qu'on appelle des fichiers D3plot. Alors je vais bien vérifier, voilà, système2, mec, je vais charger ce modèle-là, et je retrouve mon modèle. Alors ce que je vais faire, c'est que, alors ici, vous voyez, vous êtes sur une interface, l'interface de l'EsprePost, hein, qui permet en fait de faire du post-traitement LSDINA. Alors ça permet aussi de faire du post-traitement multiphysique, pas forcément de la mécanique. Alors là également, il y a tout un tas de choses à dire dessus. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais post-traiter la déformation plastique de mes ailettes et je vais pouvoir lancer mon calcul. Donc là, actuellement, vous voyez, à l'impact de l'oiseau, il est pulvérisé, donc j'ai toutes les billes qui partent un peu dans toutes les directions. Alors là, vous voyez, j'ai modélisé un oiseau en SPH, mais je peux tout à fait modéliser un fluide, hein, en SPH. Et j'ai également deux ailettes qui ont été supprimées. Alors si je retire les éléments de l'oiseau, en fait, ce qui se passe, c'est que la déformation plastique max, elle est de 15. C'est la valeur en fait que j'ai définie au niveau de mon matériau, pour mes ailettes. Donc j'ai défini en fait une déformation rupture de mes éléments. Donc là, j'ai clairement en fait une suppression des éléments et comme, voilà, ici j'augmente un petit peu la pièce, on voit que j'ai des éléments qui partent dans l'espace parce que le reste de la structure a pas atteint cette, déformation plastique. Donc ça, c'est un voilà, c'est un autre exemple qu'on peut créer entièrement sous Ansys Workbench. Alors, je vais passer au dernier exemple qui est aussi intéressant, donc quelque chose qu'on peut faire sous Ansys Workbench, qui est en fait de l'interaction fluide-structure et notamment tout ce qui est calcul d'explosion. À la base, en fait, c'est quelque chose qu'on pouvait faire alors directement en format code au niveau du script de commande de l'SDINA. Maintenant, dans Ansys Workbench, en fait, tout ce qui est méthode ALE, ça a été intégré. Donc on peut tout à fait faire une mise en donnée d'un calcul explosif ALE dans Ansys Workbench. Alors, il faut voir que sous LSDINA, des méthodes de calcul d'explosion, vous en avez plusieurs. Là j'ai choisi la méthode ALE, mais vous avez une autre méthode qui s'appelle la méthode BLAST, qui existe, qui n'est pas forcément faisable ici sous Workbench, mais qu'on peut faire sous format code directement dans LSDINA. Alors ici, ce qui va nous intéresser, ça va être la définition de la méthode ALE, le choix des matériaux, donc pour l'environnement fluide, air, mais également pour l'explosif, et surtout, c'est le couplage fluide-structure sous Ansys Workbench. Alors après, tout ce qui est charge explosif, les conditions limites, on retrouve des choses assez typiques, hein, de Ansys. Et le post-traitement, alors le post-traitement, dans les faits, on peut le faire sous Workbench ou sous l'EsprePost. Alors au niveau de mon modèle, j'ai modélisé un voile béton en coque, donc encastré au sol, et puis sur les côtés, j'ai des blocages transverses. Donc en principe, mon voile peut osciller. Et tout autour, je vais avoir un environnement air. Alors je l'ai défini comme partiellement confiné. Donc ça, on va voir un petit peu après dans la démonstration ce que ça veut dire que partiellement confiné. Et il faut aussi modéliser la charge explosive. Alors, dans un calcul ALE, en fait, la charge explosive va dépendre de son volume. C'est-à-dire que nous, on va associer des matériaux de type TNT aux éléments. Et suivant le volume de TNT qu'on modélise, on va avoir une charge correspondante. Alors, la méthode ALE, globalement, ça consiste en fait à modéliser les deux environnements. Alors, environnement eulérien fluide et l'environnement lagrangien solide au même endroit.
Donc on va modéliser ici l'air. Donc on voit un peu cette grosse barre correspond l'air. Ici, on va avoir des éléments relatifs à l'explosif et à l'intérieur de cet environnement, on va avoir notre volume solide. Alors, quand on utilise la méthode ALE, souvent quand on modélise les deux environnements eulérien et lagrangien, enfin les deux maillages eulérien et lagrangien, on va mettre en place des maillages en recouvrement. Alors souvent on appelle ça overlap. Ça veut dire qu'ici il n'y a pas de contact entre les deux maillages en fait. Dans les faits, les deux maillages sont l'un dans l'autre en interpénétration et on va mettre en place des options de couplage de telle sorte à ce qu'on ait vraiment le couplage entre les deux éléments. Les petites conditions pour un maillage eulérien, c'est qu'il faut qu'il soit le plus réglé possible parce que c'est ce qui va permettre de définir une transition de l'onde de choc de notre explosif. L'autre option qui va être intéressante dans cette démonstration, ça va être le couplage. On a un outil de couplage dans LSDNA qui permet de faire un couplage par pénalité entre l'environnement lagrangien et eulérien, c'est-à-dire que on va coupler en fait les nœuds du modèle lagrangien et les nœuds du modèle eulérien ensemble. Donc via des espèces de petits ressorts dont la raideur est définie par les matériaux de nos deux environnements. Et on va en fait faire en sorte que les deux pièces, qu'il y ait en fait des équations de contrainte entre les deux environnements. Donc ça c'est défini, hein. Dans ANSYS Workbench, on a différentes options de couplage et on a ce qu'on appelle le constraint Lagrange insolite qui est très utilisé en couplage interaction fluide structure. Alors, je vous montre le modèle. Donc au niveau de la modélisation, hein, c'est simple, hein, j'ai modélisé mon environnement fluide, j'ai fait les petites découpes de telle sorte à ce que je puisse avoir un maillage réglé. J'ai également le maillage de mon explosif et à l'intérieur, j'ai mis en place ma coque représentant mon voile béton. Alors au niveau des matériaux, il va falloir mettre en place donc le béton, j'ai mis en place une loi linéaire et élastique isotrope. Pour l'explosif, alors plutôt je vais commencer par l'air. Alors là on a des lois de comportement qui sont typiques de LSDINA. Et d'ailleurs on reconnaît en fait les commandes LSDINA correspondantes. Donc on a une loi de comportement matériaux, ce qu'ils appellent mat nul, pour représenter le vide qu'on va utiliser pour l'air. Et on va mettre en place une équation d'état linéaire pour donc polynomiale linéaire pour définir en fait le comportement en pression au niveau de l'environnement fluide. Alors pour l'explosif, on va avoir également des lois de comportement matériaux qui sont typiques d'un matériau TNT qu'on va pouvoir utiliser, donc le mat high explosive burn. Et l'équation d'état, alors c'est JWL, c'est Johns Wilkins Lee qu'on va utiliser et qui est utilisé généralement pour représenter la TNT dans LSDINA, dans calcul ALE. Donc il va falloir mettre en place ces matériaux. Alors ces matériaux-là, vous avez en fait, les lois existent dans les librairies de LSDINA. Quand vous utilisez le module ANSYS LSDINA, ils existent, donc vous pouvez les réutiliser et il faudra mettre en place les différents paramètres pour ici pour modéliser la TNT ou 30 kg de TNT. Le maillage, donc réglé, c'est-à-dire vraiment vous avez un maillage le plus cubique possible pour l'environnement eulérien. Et vous voyez bien que mon voile béton, alors si je modélise les épaisseurs, donc là on voit que c'est une coque. En fait, vous voyez que je n'ai pas de partage de topologie entre ma coque et mon environnement fluide. Donc en principe, on est dans un cas de figure overlap. Alors au niveau de la mise en données, il va falloir rajouter quelques petites commandes. Alors la première commande, à partir du moment que j'ai mis en place un matériau explosif, il va falloir que je mette en place un point de détonation, c'est-à-dire je vais centrer en fait le point de détonation à un endroit. Donc c'est moi qui définis les coordonnées de mon point de détonation, mais également à quel moment a lieu la détonation. Donc j'ai choisi 0 secondes, c'est-à-dire dès le démarrage du calcul, j'ai ma détonation. Ensuite, alors le fixe support, ça c'est pour le voile béton.
Donc j'ai un encastrement dessous et j'ai mis en place des déplacements sur le côté de mon voile. Alors après, les conditions limites pour l'environnement eulérien. Alors on a dans LSDINA des outils qui s'appellent les Boundary ALE qui permettent de définir si je veux que mon environnement fluide il soit par réflexion ou directement, est-ce que je veux que l'onde de choc sorte de mon environnement. Donc je peux faire une absorption en fait au niveau des limites de mon environnement fluide. Ici, j'ai mis en place une réflexion sur tout le pourtour de mon environnement fluide, excepté une face pour lequel je vais avoir en fait une absorption de mon onde de choc. Alors les options, hein, vous avez différentes options, hein. Moi j'ai choisi une option, c'est-à-dire que j'ai une transition, j'ai en fait un écoulement transverse de mon onde de choc, mais par contre, j'ai pas de flux dans la direction normale. Alors ensuite, les dernières options qui sont à prendre en compte, c'est une fois que j'ai fait mon maillage, il me manque une chose. À partir de quel moment je définis que mon matériau, et c'est un environnement LE, donc il va falloir que je rajoute des options de section pour l'explosif et pour le fluide R, dans lequel je vais définir que je suis une méthode ALE. Donc je vais avoir une méthode en fait une méthode arbitraire lagrangien-eulérien. Donc là, le logiciel en fait va considérer qu'il s'agit bien d'un environnement fluide et que j'ai un maillage lagrangien à l'intérieur. Alors j'ai différentes formulations hein, qui sont définies. Alors ici, comme j'ai un couplage entre un environnement fluide d'air et un couplage entre un environnement fluide explosif, j'ai une option, une formulation spécifique qui s'appelle le ALE Multimaterial Element, qui permet en fait de prendre en compte les interfaces entre les deux environnements. Alors je vais mettre en place du Euroglass. Alors ces deux petites options que j'ai mises peuvent être optionnelles. Je les ai laissées en programme contrôlé. On peut avoir un peu d'Euroglass dans ce type de calcul, mais ici c'était pas sur ce modèle-là, c'était pas nécessaire. Alors maintenant, ce qui va être important, ça va être le couplage interaction fluide structure. Donc ça va se faire au niveau des connexions. Je vais rajouter un petit onglet de coupling dans lequel je vais définir mon corps lagrangien et mes corps ALE pour avoir le couplage. Et l'option par défaut, ça va être l'interaction de type constraint Lagrange solide. Donc j'ai différentes formulations, mais celle que je vais utiliser ici qui va m'intéresser, c'est celle-ci. Et la méthode, c'est une méthode simple, une méthode par pénalité, c'est-à-dire que le logiciel va détecter tous les nœuds du modèle lagrangien et va définir des espèces de petits ressorts virtuels entre ces nœuds lagrangiens et les nœuds de mon modèle eulérien. Alors concernant toutes les autres options, je vais les laisser par défaut, mais voilà, on peut tout à fait jouer sur l'interaction fluide structure, hein. Donc dans la littérature, souvent vous pouvez trouver des articles vous disant que telle méthode est mieux qu'une autre et définissant un petit peu les différents paramètres pour une bonne interaction. Une fois que c'est fait, vous lancez votre calcul et vous pouvez post-traiter le modèle. Alors, on va post-traiter par exemple la vitesse de l'onde de choc à l'intérieur du modèle. Alors, je peux post-traiter également le voile béton, donc qui subit mon interaction, donc qui subit en fait l'onde de choc. Les déplacements, donc ça c'est vraiment des post-traitements typiques qu'on peut avoir sous Workbench. Mais sinon, vous pouvez également post-traiter via LSpray Post. Alors sous LSpray Post, il y a un outil que j'aime bien qui permet un peu de mieux visualiser l'onde de choc. Alors je vais aller chercher mon modèle, hop, il n'est pas ici. Je vais charger le D3 plot. Et je vais post-traiter par exemple les vitesses.
Alors je vais me mettre en affichage nodal et je vais post-traiter les vitesses. Alors vous voyez, on voit le voile béton, on voit l'explosif. Je vais me mettre en affichage vectoriel. Hop, voilà. Donc ça, c'est un petit peu les choses, qu'on peut faire, voilà, on peut visualiser vraiment le blast, en fait, l'explosion. On voit d'ailleurs que l'onde de choc, en fait, se réfléchit sur les parois, à l'exception de la seule paroi pour lequel je n'ai pas mis d'option de réflexion. Donc on va avoir une absorption, en fait, au niveau de cette sortie. Donc ça permet, en fait, de modéliser un environnement partiellement confiné, dans lequel j'ai une évacuation de mon onde de choc. Donc voilà un petit peu les 3 types, bon 3 types un peu typiques de calculs qu'on peut faire, sous LSDINA. Voilà, donc j'ai terminé pour ma pour mes présentations. Merci Julien pour cette, présentation. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être, à poser à Julien? J'ai peut-être une question, est-il possible de réaliser des calculs, thermofluidiques sous le module ANSYS, Workbench LS-DINA? Actuellement, le solver LSDINA, hein, permet de faire du multiphysique, il y a énormément d'environnements, utilisables. Sous, ANSYS Workbench, donc si on utilise le module, ANSYS Workbench, actuellement on peut faire du, mécanique et du thermique. Alors le thermofluidique, alors depuis peu, il y a du couplage qui peut se faire dans l'environnement Workbench, qui est du couplage entre Fluent et LSDINA. Alors ça sera du couplage faible, mais directement dans le module, ANSYS Workbench, ça sera plutôt thermique et mécanique. Les temps de calcul, est-ce que tu as une idée de plus ou moins quel temps de calcul? Actuellement, donc j'ai sur les calculs, des 3 modèles, j'ai utilisé une licence avec un seul processeur. Sur le premier modèle, donc par exemple le drop test, donc j'ai à peu près 30 000 éléments, 20 000 nœuds. La durée du test était de 0,03 secondes. Sur une machine, alors j'utilise une machine qui est à 2,6 gigahertz et je dois avoir 500, je crois 512 gigas de RAM. J'ai eu une durée de calcul qui était de 3 minutes. Alors les durées de calcul, en fait, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on fait, de la durée surtout, ça va être la durée du calcul, enfin, on va dire la durée du test, parce que c'est le pas de temps, en fait. Si vous avez beaucoup d'éléments, des petits éléments, que vous avez un calcul, enfin, on va dire un test long, généralement ça peut s'étaler, alors là, c'est quelques minutes, mais ça peut s'étaler sur plusieurs jours. Ça va dépendre vraiment du modèle. Alors ce qui est bien avec la condition CFL, c'est qu'on peut calculer, un peu à l'avance avant de lancer le calcul. Vous connaissez un petit peu le pas de temps qui va être utilisé dans le calcul. Si vous n'utilisez pas la technique de mass scaling, vous pouvez à peu près, évaluer, le temps que mettra votre modèle. Parce que lui, il évalue un pas de temps par rapport à tout le modèle et c'est vraiment le plus petit élément qui définit le pas de temps du modèle. Donc c'est assez bien parce qu'on peut vraiment, sous LSDINA, en fait, on peut vraiment déjà avoir une idée du temps, heu on va dire du temps de calcul, avant de lancer le calcul. J'ai une autre question. Peut-on coupler le solver ANSYS et LS-DINA, par exemple, en réalisant un calcul de précontrainte statique avec DINA, puis le calcul harmonique avec ANSYS? Alors à ma connaissance, non, parce que les calculs. Alors le problème, c'est que le LSDINA, on va être sur de la non-linéarité dynamique et sur le calcul harmonique, les non-linéarités, c'est assez récent, je crois, intégré, dedans. Donc actuellement, c'est pas pour le moment, c'est pas fait pour. Je crois qu'il y a il y a des choses dessus dans les nouveautés ANSYS, mais il y a pas pour l'instant, c'est pas l'objet, c'est pas le but de LSDINA. On peut faire des couplages éventuellement avec les modules thermiques, Fluent, je crois que c'est possible. Il y a d'autres modules avec lesquels on peut coupler, LSDINA, mais le module, harmonique, pas encore. Enfin tout ce qui est module,
on va dire harmonique, réponse spectrale, analyse modale. Alors l'analyse modale, c'est quelque chose qu'on peut faire en implicite sous LSDINA. Alors c'est vrai que quand vous avez ANSYS, Workbench, vous pouvez plutôt utiliser le module modal si vous faites une analyse modale, mais LSDINA, si vous êtes en méthode implicite, vous pouvez faire du modal. Alors, on a encore une dernière question. Combien de temps faut-il pour une formation? Pour se former? Alors actuellement, je vais prêcher pour ma paroisse, hein, donc je suis formateur chez ADDL. Nous, on a une formation ANSYS Workbench qui est sur 3 jours, qui permet vraiment d'avoir vous voyez tout ce qu'on a un peu vu de manière rapide ici, en fait, on va dire qu'on va passer, 3 jours à vraiment étudier les différentes options. Voilà, il faut 3 jours pour, on va dire, avoir un petit peu une idée de ce qu'on peut faire sous LS-DINA. Après, bon, bah, il faudra faire des calculs. Si vous passez sur la partie code LS-DINA, bah, là, il faudra plus de temps parce que LS-DINA, c'est très vaste, hein. Vous avez énormément de commandes, vous pouvez faire énormément de choses. Donc après, bah, il faudra un certain temps pour voir un petit peu les différents sujets qu'on peut faire sous LSDINA. Mais sinon, de base, là, si on reste sur ANSYS Workbench, notre formation est de 3 jours et elle est bien, elle peut être assez, on va dire assez costaud en termes de d'information. Nous avons une dernière question. Peut-on, s'il vous plaît, avoir les dates des prochaines formations Workbench? Vous pouvez aller voir sur le site de ADDL. Sinon, vous pouvez nous écrire. L'adresse mail, hop, c'est formation@addl.fr pour demander un peu plus d'informations. Et bien voilà, je crois que c'est la fin des questions. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et on espère que ça vous a plu et à bientôt.